Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha et aujourd'hui, on va voir comment choisir sa première voiture et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour ne pas se planter dans cet achat important. On voit ça ensemble. Bon, c'est vrai que acheter sa première voiture, c'est quand même un moment important dans la vie d'un jeune. C'est quand même le symbole de l'indépendance, de la liberté, mais aussi une grosse source de stress parce qu'on a peur de se faire arnaquer, on ne sait pas forcément comment choisir le meilleur véhicule et savoir est-ce qu'il va nous ruiner en réparation ou bien tout simplement nous faire vivre la vie de rêve et d'indépendance qu'on cherche. Et je pense que le pire, c'est de ne pas savoir par où commencer pour choisir sa première voiture. Et vous inquiétez pas, je vais vous donner mes 5 conseils pour vous débrouiller au mieux lors de votre recherche et avoir la voiture de vos rêves. Parce que c'est vrai que ce soit pour aller en cours, pour un job étudiant, pour un stage, la voiture, c'est quand même important pour explorer le monde, mais aussi pendant les week-ends. C'est quand même un petit peu le passeport pour la liberté. Mais on va pas se mentir que la liberté, elle a un coût au propre comme au figuré. Et l'enjeu de cet épisode, c'est pas forcément de vous conseiller un certain type de voiture, mais plus de vous guider pas à pas dans le processus pour éviter les pièges classiques et faire un choix qui est totalement éclairé et qui correspond à votre mode de transport, à votre budget aussi et à ce que vous recherchez. Et vous allez voir que certains de mes conseils, ils sont assez spéciaux. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode ? En fait, ça remonte en décembre 2022. En fait, j'obtiens mon permis et en janvier, j'ai ma première voiture qui était une Clio 2 de 2005 et qui était diesel et je m'en servais assez régulièrement, notamment pour aller certaines fois en week-end ou bien aller voir mes parents. Et un jour en juillet, pendant que j'étais sur une voie rapide, j'entends le moteur qui ralentit tout d'un coup et donc je comprends pas forcément ce qui se passe. Et en fait, je arrive un petit peu à la faire tenir pendant une courte distance, à faire du lift and coast, plus ou moins de la roue libre. Et après plusieurs visites chez le mécano, je vous la fais simple, elle va plus jamais redémarrer. Et en fait, je me suis retrouvé piéton complet. Et c'est là que je me suis dit, faut que je mette en place une stratégie pour choisir et trouver une nouvelle voiture. Et donc là, je me suis remis en mode ingénieur parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais je suis ingénieur automobile, tout jeune diplômé. Ça fait 2 ans. Et donc, je me suis remis dans les cours, dans les conseils et surtout ce qui est la technique automobile et la fiabilité pour, on va dire, trouver au mieux la voiture qui convenait à mes besoins. Et j'ai quand même fait pas mal de recherches et questionné aussi ma manière d'utiliser une voiture. Alors l'un des premiers conseils que j'ai à vous donner, c'est de définir votre budget et aussi vos besoins. Parce que c'est pas à vous que je vais la faire, mais oui, avant même de commencer à regarder des annonces sur Le Bon Coin ou d'aller sur les concessions, faut pas aller faire à droite, à gauche, regarder sans comprendre. Il faut se poser et réfléchir à son budget et à ses besoins réels. Parce que le budget, c'est pas que le prix d'achat. C'est pas seulement ce que vous donnez à l'acheteur, ce que vous donnez au concessionnaire ou au garagiste. Il faut penser de tout ce qui va avec. Que ce soit l'assurance, ça peut être très cher, surtout pour un jeune conducteur, ou même selon le type de véhicule. Ça peut être le carburant aussi, à quel point vous allez utiliser votre voiture ou pas, si elle va consommer oui ou non. Ça va être aussi l'entretien, parce que va falloir aussi la faire passer chez le garagiste pour des réparations éventuelles ou bien un entretien régulier, que ce soit la vidange par exemple, mais aussi le stationnement, si vous avez du stationnement payant, si vous voulez un garage ou pas, mais aussi la carte grise pour l'immatriculation et en tout cas avoir les règles de conformité et aussi tout ce qui est contrôle technique et tutti quanti. Donc le budget, ça reste quand même un élément central à prendre en compte. Et d'après mon expérience, faut quand même avoir un budget global et pas dépenser la totalité de son budget parce que, et comme je vous l'ai dit, il y a quand même des dépenses annexes à prendre en compte. Donc ça, c'est important à garder en mémoire et donc je vous invite quand même à checker les voitures qui vous plaisent et regarder, peut-être vous fixer une limite et savoir quel type de véhicule vous pouvez avoir. Est-ce que c'est plus des citadines, des SUV, des françaises, des allemandes, des essences, des diesels, mais ça on y reviendra un peu plus tard. J'en suis sûr que parmi vous, il y en a certains qui se disent « Oui, je veux la voiture la plus belle possible ». Et on vous voit les petits malins. Et le but du jeu, c'est pas de rouler dans une voiture qui brille, qui va vous faire saigner financièrement. Il faut quand même une voiture qui est fonctionnelle. Alors pour moi, c'est ce que je considère, vaut mieux une voiture qui fonctionne qu'une belle voiture qui va vous coûter des 1000 et des 100 en réparation et en autres frais. Et il faut pas oublier qu'il faut aussi couvrir donc les frais immédiats, comme je l'ai dit, sur la carte grise, les petites réparations et les mises à niveau. Et c'est pour ça que je vous invite à clairement définir aussi vos besoins. Il faut se poser certaines questions. Quel trajet vous allez faire avec cette voiture ? Est-ce que c'est principalement de la ville, principalement de l'autoroute ? Combien de kilomètres vous allez faire par an ou par jour ?
à quel point vous allez utiliser votre voiture et aussi est-ce que vous avez de la place pour transporter des choses ou bien des personnes régulièrement ou quelle est l'utilisation concrète que vous faites de votre voiture? Est-ce que vous avez un parking ou bien un garage pour la stationner? Tout ça, c'est des questions qui permettent de remettre dans le contexte et surtout de savoir clairement mettre un cahier des charges sur votre voiture. Si vous l'utilisez plusieurs fois par an, il faut forcément peut-être un diesel plutôt qu'une essence. Si vous l'utilisez peu, peut-être une petite voiture plutôt qu'une grosse voiture. Donc tout ça, c'est important à placer et à mettre dans son cahier des charges avant de commencer à chercher ou en tout cas à imposer une liste de voitures. Ou plutôt que de se lancer sur le Bon Coin ou sur les concessionnaires, sur le site des concessionnaires, avant même de savoir ce qu'il faut faire. Et donc le secret, en fait, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même. C'est pas le but, oui, je vais faire comme si, je vais faire comme ce gars-là, je vais acheter cette voiture-ci, ou j'ai vu cette vidéo-là. Non, faut vraiment adapter votre voiture à votre personnalité, à votre vie. Car des fois, on se projette dans une grosse berline alors qu'on n'a pas forcément l'utilité, qu'on vit en plein centre-ville, qu'on n'a pas de place de parking et qu'on fait que du trajet urbain qu'on aurait pu faire en transport en commun. Et donc là, vraiment, vous allez être graille, votre session de prise de conscience, ça va faire mal, mais c'est important. Pour en revenir aussi au budget, il y a quand même une étude qui a été réalisée par l'Automobile Club Association qui montre que le budget moyen consacré à l'automobile représente entre 15 et 10% du budget des ménages des Français. Et il y a d'autres travaux de l'INSEE qui montrent que pour un étudiant ou un jeune actif, ce pourcentage il peut grimper jusqu'à 30%, dépendant du choix de véhicule, si surtout il n'est pas adapté aux besoins et aux ressources qu'on a. Donc vraiment, faites attention, une voiture, c'est payant, c'est aussi un poids dans vos budgets à prendre en compte. C'est pas quelque chose qui est négligeable. Et surtout qu'une voiture aussi, ça se déprécie avec le temps. En tout cas, pour 90% des voitures, à part si vous roulez en Aston Martin des BX 707 comme Squeezie, il n'y a pas de souci. Mais pour la plupart des voitures, elles se déprécient avec le temps. Le carburant augmente aussi, les assurances augmentent aussi si vous êtes jeune conducteur. Donc, faites attention. Bon, le budget, il vaut rien sans une cible claire, comme je l'ai dit, et définie concernant aussi le type de véhicule qui vous convient. Et donc, on en vient au deuxième point, il faut choisir sa motorisation. Ça, c'est un des points qu'on oublie vraiment souvent quand on achète sa première voiture. On a tendance à faire un petit peu comme nos parents ou bien comme d'autres personnes, comme nos amis, à prendre le même type de motorisation sans vraiment se dire quel impact ça va avoir sur notre budget à long ou court terme. Et le moteur, je vais vraiment vous dire la vérité, c'est le cœur de votre véhicule. Si le cœur, il est malade, si le cœur ne convient pas à vos besoins, il va vous lâcher. Ou en tout cas, vous lâcher financièrement ou bien vous lâcher mécaniquement. C'est possible aussi. Et donc, on a quand même différents types de motorisation. On a la chance en Europe d'avoir différents types de motorisation qui nous sont proposés, que ce soit de l'essence, du diesel, de l'hybride, de l'électrique. Alors, quand je dis hybride, ça peut être hybride essence électrique, ça peut être aussi hybride au bioéthanol. Donc, tout ça pour vous dire que ça peut complètement modifier votre expérience de recherche et aussi vos dépenses. Donc, libre à vous de choisir, mais il faut bien comprendre les avantages et les inconvénients de chaque option. À savoir que une essence, c'est très pratique si vous faites des petits trajets et surtout en ville. À savoir que l'essence, ça va être très pratique si vous faites des petits trajets et vraiment en ville. Le diesel, c'est vraiment avantageux si vous faites plus de 70 km par trajet. Et vraiment, là, vous allez être gagnant. L'hybride, si vous faites un mix des deux, et encore, vaut mieux privilégier l'hybride rechargeable et encore que l'hybride non rechargeable parce que l'hybride non rechargeable, c'est vraiment un poids mort lorsque la batterie est vide. Et l'électrique, vraiment, si vous avez les moyens, si vraiment vous avez les adaptations, les infrastructures parce que pas tout le monde peut s'offrir une voiture électrique, pas tout le monde ne peut recharger une voiture électrique, même si l'entretien, il est plus avantageux en électrique qu'en thermique. Et anecdote perso, quand j'ai acheté ma première voiture, comme je vous l'ai dit, j'ai opté pour un petit modèle diesel, alors vraiment que c'était le pire choix à faire, alors que je faisais majoritairement de la ville et des courtes distances. Donc, je vous raconte pas l'encrassement que ça a fait parce que oui, un diesel, quand il roule pas beaucoup, des petites distances, il s'encrasse, alors qu'un essence, beaucoup moins, mais l'essence, vous allez être perdant lorsque vous allez faire des grosses distances. Donc, tout est à savoir. Mais c'est vrai que tout le monde me disait, prends un diesel, c'est plus économique, mais avec le recul, j'ai fait le choix de passer à l'essence, car ma conso en ville, même si elle est un petit peu au-dessus de la moyenne, elle reste raisonnable parce que maintenant j'ai acheté une Clio 3 essence, j'ai acheté quand même une petite voiture parce que j'ai besoin de me déplacer, mais pas non plus tous les jours et pas non plus besoin de transporter de grosses choses, donc ça reste le bon compromis. Et aussi pour éviter tous les problèmes d'encrassement et aussi les faits qu'il y a des ZFE, parce que oui, ça c'est aussi une chose à prendre en compte en plus de la motorisation.
la motorisation, elle vient aussi avec le fait que votre région ou bien votre département a mis en place des ZFE ou bien des zones à trafic limité. Et donc ça, il faut faire attention parce que votre voiture pourrait être inéligible ou en tout cas interdite dans les zones concernées. Alors pour vous aider à y voir un peu plus clair, je vais vous donner plus de détails. L'essence est idéal si vous faites moins de 15 000 km par an, beaucoup de trajets courts en ville. C'est moins cher à l'achat et à l'entretien que le diesel, mais ça consomme plus sur les longs trajets. Le diesel, lui, il est pertinent, vraiment intéressant si vous faites plus de 20 000 km par an avec beaucoup d'autoroutes. Mais si vous l'utilisez en ville sur des petits trajets, vous risquez des problèmes d'encrassement, de filtre à particules, donc ce qu'on appelle le FAP. Mais aussi, il faut prendre en compte les restrictions de circulation dans certaines zones. Et ça, vraiment, il faut y réfléchir à 2 fois avant d'acheter un diesel maintenant. Même si ça commence à vraiment être vraiment déprécié. Et aussi, le carburant est un peu moins cher que l'essence, mais de quelques centimes. L'hybride, c'est un bon petit compromis, même si c'est un peu plus cher à l'achat. C'est économique en ville, mais l'avantage, il s'estompe sur l'autoroute parce que, comme je le disais, votre batterie, elle se vide. Et à considérer qu'il va falloir forcément un budget plus élevé sur des trajets mixtes ou des trajets très longs. Bon, l'électrique, je vais la faire personne, il n'y a pas d'émissions, c'est économique, c'est un chouille plus écologique, même si l'impact de la batterie, il est quand même énorme. Mais on a cette émission entre ce qu'on appelle la well to tank, c'est-à-dire du puits au réservoir en émission qui est quasi nulle. Alors pourquoi je dis quasi nulle? Parce que la production d'électricité, elle peut engendrer des émissions si c'est des usines à charbon ou bien d'autres usines. Mais il faut prendre aussi les contraintes en autonomie, en recharge, même si maintenant ça s'améliore. Mais il y a aussi les contraintes, donc comme je disais, de recharge. Pas tout le monde a la possibilité de recharger ou bien d'acheter une voiture électrique. Et on va pas se mentir que une première voiture en électrique, c'est compliqué, sauf si vraiment vous êtes habitué, si vraiment vous avez les infrastructures pour et vous avez le budget. Même si maintenant les voitures électriques, elles commencent à vraiment drastiquement baisser, mais parce que la batterie tient de moins en moins avec le temps et que les innovations s'améliorent ici très rapidement d'une année à l'autre. Et perso, donc comme je le disais, j'avais une voiture diesel et je suis repassé à une voiture citadine essence parce que vraiment j'avais de l'usage qui était totalement urbain et ça me permet un petit peu d'économiser sur le coût d'entretien qui est bien moins élevé qu'un diesel. Et j'avais aussi pas de problème de FAP. Après, la différence, elle vient sur la fiabilité parce qu'entre un moteur fiable et un autre qui est les moins, ça peut représenter des milliers d'euros sur la durée de vie du véhicule. Et quand je vous dis des milliers d'euros, je déconne pas parce que vraiment, un moteur qui est pas fiable, un joint de culasse, c'est minimum 2 000 €, si c'est pas plus. Un moteur qui vous lâche, c'est vraiment la galère parce que c'est une voiture qui est bonne, quasiment bonne pour la casse parce que changer un moteur, des fois, dépendant du modèle, ça peut être plus cher que l'achat du véhicule. Donc vraiment, je laisserai chacun en tirer sa propre conclusion, mais il y a quand même beaucoup de forums moto qui se servent des données de fiabilité et en tout cas des retours des conducteurs et c'est vraiment une mine d'or pour repérer les moteurs problématiques. Donc vraiment, si vous recherchez des voitures, intéressez-vous d'abord au moteur. Quel type de moteur? Parce que des fois, sous différentes voitures, il peut y avoir le même moteur. Sous la gamme Stellantis, qu'on en prenne une C3, une Peugeot 208, c'est quasiment les mêmes moteurs. Et vraiment, quand je dis quasiment, c'est les mêmes à 95%. Donc, que ce soit un PureTech, un THP, un 1.5 TCI, un 1.2 TSCE de chez Renault, il y a plein de moteurs, un CRDI chez Hyundai, il y a plein de moteurs. Intéressez-vous d'abord aux moteurs, regardez les données, les retours de fiabilité, le retour des utilisateurs avant même de vous engager. Et après, regardez si ce moteur est utilisé dans d'autres véhicules et trouvez le véhicule qui vous permettra, en tout cas, de savoir quel modèle vous recherchez. Mais d'abord, fixez-vous le moteur. Parce que la fiabilité, c'est quand même une histoire de moyenne, de statistiques. Il se peut aussi que vous ayez de problèmes avec le moteur considéré. Mais c'est quand même fiable en grande moyenne. Et chose à ne pas oublier, la fiabilité, c'est quand même une histoire de moyenne et de statistiques. Il se peut que vous ayez des problèmes avec un moteur qui est considéré comme fiable, voire l'inverse. Ça peut dépendre du style de conduite, de vos expériences précédentes, de vos précédentes mains aussi. Ça, c'est important à avoir. Et aussi de d'autres facteurs en dehors de votre zone de contrôle. Donc vraiment, faites attention et renseignez-vous d'abord sur les types de moteurs. En plus du type de motorisation, il faut regarder aussi la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, c'est important, donc il y a majoritairement deux types, la manuelle et l'automatique. La manuelle, c'est ce qui est le plus répandu en France et en Europe de manière générale. L'automatique, pas tellement. C'est
plus implémenté pour les hybrides forcément, en tout cas les hybrides électriques, les voitures électriques et certaines voitures thermiques. Et donc, si vous avez un permis A2 en boîte méca, vous pouvez rouler avec les deux. Si vous êtes en boîte automatique, si vous avez passé votre permis en boîte automatique, vous pouvez conduire que des voitures avec des boîtes automatiques. Et moi, je vous conseillerais vraiment, si vous avez un permis en boîte auto, passer la formation, passer la passerelle, ça coûte à peu près entre 700 et 800 euros. Et vraiment, ça va vous ouvrir un autre panel de véhicules. Parce que vraiment, les voitures automatiques avec des petits budgets, il n'y en a pas énormément. La voiture, en plus, pour ce genre de modèle, les modèles à petit budget, elles sont pas extrêmement fiables. Et si vous voulez une voiture en boîte auto qui est fiable et en tout cas qui paraît cohérente, il faut commencer à débourser un peu d'argent. Et surtout, elles sont très récentes, donc en termes d'assurance, ça va vous coûter bonbon. Donc vraiment, moi, je vous conseillerais, passer votre passerelle, en tout cas si vous le souhaitez, et comme ça vous ouvrira d'autres véhicules à l'achat, parce que la boîte manuelle, ce qui est en tout cas le plus connu en France, il y a beaucoup plus de pièces de rechange dessus, beaucoup plus de gens qui s'y connaissent et beaucoup plus de voitures, et donc ça va forcément tirer les prix vers le bas. Certains me diront, oui, il y a des voitures en boîte auto qu'on peut trouver en importation. Les voitures en importation, j'aurais pas tendance à faire toujours confiance parce que il faut quand même vérifier l'historique du véhicule. On ne sait pas toujours ce qui s'est passé ailleurs. Est-ce qu'il a eu des accidents? Est-ce qu'il a été roulé par combien de mains avant? Comment ça a été conduit? Donc vraiment, j'aurais tendance à faire plus à une confiance à une voiture qui a été, on va dire, entre les mains de conducteurs français sur les routes françaises, parce qu'on connaît l'état des routes, on connaît comment les gens plus ou moins roulent et les réglementations en vigueur. Donc vraiment, essayez aussi de checker cet aspect-là qui peut aussi être important, mais que des gens négligent ou en tout cas auquel les gens ne font pas toujours attention. Troisième chose à vérifier, c'est l'état du véhicule. C'est vrai que l'état du véhicule, quand on n'y connaît pas grand-chose, c'est pas facile. On entend, il y a quand même 1001 conseils sur les réseaux sociaux. Faut checker les rétros, faut faire toutes les vitesses, faut checker en dessous, faut checker au-dessus, faut regarder s'il n'y a pas de la mayonnaise. Il y en a 1001 sur les forums auto, qui viennent de la famille, sur les vidéos YouTube. Et je pense qu'on a tous plus ou moins du mal à checker un petit peu parce qu'on galère tous sur ce point-là et perso, il faut aussi passer par là pour apprendre. Mais je vais vous donner quelques petits points essentiels à vérifier, un petit condensé, un petit medley, même si vous n'êtes pas un pro de la mécanique. Donc, essayez de vous renseigner un petit peu sur l'état du véhicule en regardant le carnet d'entretien, parce que c'est un petit peu la carte d'identité du véhicule, donc après la carte grise, mais le carnet d'entretien, c'est le carnet de santé. Il faut vérifier que les entretiens ils ont été faits régulièrement, s'il y a eu des retours ou pas, s'il est bien rempli, quelles pièces ont été changées, par quel garage, est-ce qu'il y a des factures. Ça, c'est vraiment important avant d'acheter un véhicule. Savoir si le carnet d'entretien, il est complet et il est en bonne et due forme. Parce que s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est qu'il faut peut-être un peu fuir. Ensuite, le contrôle technique. Le contrôle technique, c'est vraiment, faut demander le dernier rapport. Et, chose à savoir, si on vous vend un véhicule sans contrôle technique, c'est illégal. C'est illégal. Vous n'avez pas le droit de conduire une voiture sans contrôle technique. Donc, demandez à avoir le dernier rapport. Il faut qu'il y ait moins de 6 mois. C'est l'idéal. Mais je crois que c'est même moins d'un an ou moins de 3 mois à peu près. Mais il faut pas non plus qu'il remonte il y a 2 ans. Donc, avant même de faire une proposition, vérifiez qu'il y a un bien contrôle technique et vérifiez si aussi des points de contre-visite. Si oui, est-ce qu'ils ont été résolus ou pas? Est-ce qu'il y a des pièces qui ont été changées ou pas? Donc là, il faut aussi faire attention sur le court terme. Autre chose qu'il faut aussi vérifier, c'est l'historique du véhicule. Et c'est pour ça, il faut utiliser Histovec. Alors, il y a Histovec qui est gratuit. Donc, c'est un service gratuit qui est proposé par le gouvernement qui permet de vérifier si le véhicule a été accidenté, volé, combien de mains il y a eu, le kilométrage, l'historique du kilométrage. Et, croyez-moi, il y a plein d'autres informations et ça peut éviter bien la galère. Mais il y a aussi Car Vertical qui, lui, est un service payant qui est un chouï plus complet. Mais Histovec, pour faire, on va dire, un premier dégrossissement, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Quatrième petit point, il faut regarder l'état visuel. Donc, s'il y a de la rouille, s'il y a des traces de réparation, s'il y a des défauts de peinture qui pourraient expliquer un accident, s'il y a des renfoncements dans la carrosserie, faut vérifier aussi l'usure des pneus, faut vérifier le moteur s'il n'y a pas de traces d'huile, vérifier aussi à l'intérieur s'il n'y a pas un élément qui manque, que ce soit une vitre brisée, un impact sur le pare-brise.
Ça, vraiment, faut checker parce que ça peut coûter cher à remplacer ou bien à réparer. Et si vous avez du mal, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner de quelqu'un qui s'y connaît, qui a une voiture, qui roule, qui a déjà le permis. Deux cerveaux, non, en valent mieux qu'un. Et vraiment, même deux paires d'yeux en valent mieux qu'une. Donc vraiment, essayez de checker ça aussi avec un collègue. Ça peut éviter, en tout cas, des petits frais ou en tout cas vous éviter de vous engager sur une potentielle offre. Et le cinquième point à vérifier, c'est les essais sur la route. C'est absolument indispensable. Si vous essayez pas la voiture, vous saurez pas comment elle freine, comment elle accélère, si elle a des problèmes de direction, s'il y a des bruits suspects, si il y a de la fumée, si elle est blanche, noire ou bleue. Il faut aussi toutes les vitesses, s'il y en a une qui grippe ou pas, si le frein à main fonctionne, si les roues répondent bien, s'il y a bien de la bonne adhérence, si les essuie-glaces fonctionnent. Il faut tout tester. Il faut tout tester parce que les propriétaires qui vous disent oui c'est bon, qui commencent à vous presser, non, c'est un petit peu le red flag. Et aussi, je le répète, la voiture c'est quand même un engagement, c'est quand même une grosse somme. Donc vraiment vous vous engagez sur des grosses sommes et vraiment si vous vous foirez sur ce coup-là, vous vous en prendrez qu'à vous-même. Vous vous en prendrez qu'à vous-même. Ce sera votre faute, votre gueule qui paiera pour ça. Et petit conseil aussi, alors si vous n'avez pas la possibilité de vous faire accompagner, ça je l'ai découvert, mais il y a des services d'experts indépendants qui peuvent inspecter le véhicule à votre place. Bon, ça coûte entre 100 balles et 150 balles, mais ça peut éviter la catastrophe. En tout cas, si vous n'êtes pas un sachant ou un expert du véhicule. Et quand vous allez voir le véhicule, n'oubliez pas de parler ou en tout cas d'aborder l'état de certains éléments qui peuvent coûter très cher à remplacer. Et je parle notamment de l'embrayage, de la distribution, des amortisseurs, de la boîte de vitesse, de l'huile, de la vidange, ça a été fait récemment ou pas, s'il y a eu un changement des pneus. C'est important. Parce qu'un petit investissement en temps de vérification, ça peut éviter des déconvenues aussi quand vous allez chez le garagiste et savoir, vous êtes devant le fait accompli, en fait, le changement des pneus, c'est 600 balles. La distribution, c'est 400 balles. Je dis n'importe quoi, je dis des chiffres au hasard, mais si ça, c'est déjà inclus dans votre budget et qu'il n'y a pas besoin de vérifier ces points-là, c'est déjà ça. Et si vous voyez que certains de ces éléments, ils n'ont pas été vérifiés, mais qui sont facilement remplaçables, essayez de jouer sur le prix, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Troisième conseil, essayez de comparer les coûts d'entretien et les coûts d'assurance. Parce que oui, le prix qui est affiché, c'est pas seulement le prix que vous allez payer totalement. Ce qui va vraiment définir votre voiture, si c'est un bon plan ou vraiment le gouffre financier du siècle, je l'ai dit, c'est les coûts d'entretien et d'assurance. Et vraiment, d'assurance. Parce que ce type d'analyse, il va vous permettre, premièrement, d'éviter les modèles connus pour être des money pits, ce qu'on appelle des puits sans fond financièrement. Et ensuite, ça va vous permettre de comprendre quels sont vraiment les postes de dépenses les plus importants et enfin de vous familiariser avec le budget auto global. Car oui, il faut savoir de quoi on parle et dans quoi on s'engage. Mais là, vous êtes en train de vous dire, mais comment on estime les coûts avant même d'acheter? Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez demander des devis d'assurance avant d'acheter, aller voir votre assureur, que ce soit de vos parents, ou bien même aller faire des simulations sur le Lynx. Il y a plein d'autres sites qui proposent des situations. Il n'y a rien de plus simple. Soit vous appelez, soit vous vérifiez, vous comparez aussi avec votre ancienneté de permis. Et par exemple, vous verrez clairement qu'une petite citadine, ça sera clairement moins cher à assurer qu'un coupé sportif. Et surtout, si vous êtes jeune permis. Vous pouvez aussi consulter les forums spécialisés sur les modèles qui vous intéressent, ou bien les propriétaires qui partagent souvent leur expérience. Allez voir des vidéos YouTube. Ça marche énormément. Moi, j'avais fait pour regarder un petit peu la fiabilité de mon moteur, combien ça coûterait en assurance, en entretien. J'allais regarder des vidéos YouTube de comment entretenir une Clio 3. Est-ce que ça se fait pas? Est-ce que c'est possible? Combien ça coûte? C'est du travail. Je vais pas mentir que la recherche, c'est long, mais c'est nécessaire. C'est un mal nécessaire. Il y a aussi, il faut quand même utiliser des applications ou des sites comme l'Argus ou la Centrale qui proposent à la fois des estimations de budget d'entretien annuel, ou sinon vous allez voir directement un garagiste indépendant et lui demander combien ça lui coûte à peu près, combien ça coûterait à peu près en entretien pour le modèle que vous envisagez. Par contre, même si vous avez vérifié tous les coûts d'entretien, d'assurance, ça vous garantit pas zéro problème. Il peut y avoir des dépenses exceptionnelles. Comme je dis, peut y avoir un problème, je dis n'importe quoi, un impact sur le pare-brise qui arrive, pouf, et là vous devez 100 balles, 150 balles de franchise, mais comme vous avez une bonne assurance qui prend les bris de glace, ça marche aussi. Mais faut prendre en compte que si vous rajoutez un truc à votre vie, il peut y avoir des effets imprévus dessus. Donc, il faut aussi prévoir un petit budget, on va dire, exceptionnel et mettre un petit peu d'argent de côté en cas vraiment de gros pépins. Et le dernier conseil que j'ai, c'est savoir négocier intelligemment. Une méthode qui m'a énormément servi lors de mes achats, c'est essayer de un peu négocier et essayer de comprendre comment on négocie une voiture, comment on arrive un petit peu à appliquer des remises, essayer
d'avoir la voiture au prix qui me paraissait le plus juste ou en tout cas avec lequel je pouvais me permettre, de me projeter avec la voiture. Parce qu'une voiture trop chère, franchement, je la laisse sur le côté, je la regarde même pas, je lui donne même pas l'heure. Et en plus, quand vous êtes étudiant, vous avez vraiment un budget serré, donc il faut essayer de négocier. Mais on essaye de le faire comment? Parce que, on veut pas non plus, payer un prix qui est au-dessus ou en dessous du marché. On veut quand même avoir des garanties ou bien des services, des options dans notre voiture pour certains. Je pense notamment au Bluetooth, au GPS intégré. Il y en a certains aussi qui ont peur un petit peu à la réaction ou bien à la confrontation et il faut aussi s'habituer à ce qui fait partie de l'achat auto. À part si vous l'achetez, chez un concessionnaire et encore, ça peut se négocier des fois, mais il y a quand même quelques petites techniques de négo qui peuvent marcher des fois et je vous en donne aussi un petit mêlé. Comme je le disais, vérifiez les prix du marché. Regardez quels prix se font en moyenne en fonction aussi du kilométrage. Parce que oui, le kilométrage c'est aussi un aspect important à regarder et à checker lors de votre recherche, mais ça vous permet aussi d'ajuster le prix. Parce que si vous voyez que le kilométrage il est assez important, vous pouvez demander un prix à la baisse. Et donc c'est important voilà de checker, de faire un petit benchmark de ce qui se fait. Deuxième petit point, essayez d'identifier les petits défauts visuels, les petits points faibles du véhicule pendant l'inspection et vous pouvez l'utiliser comme des arguments. Alors sans être dans de la mauvaise foi complète et totale, mais ça peut vous aider aussi à grappiller quelques deniers, quelques euros par-ci par-là. Alors ensuite, il faut jamais être trop enthousiaste lorsque vous essayez la voiture, même si elle vous plaît énormément, parce que des fois, s'il voit qu'elle vous plaît, le vendeur, il va pas être, enclin à, négocier ou en tout cas à avoir une petite marge de manœuvre sur le prix, qu'il y a initialement. Donc, essayez peut-être déjà d'être impassible et quand vous faites l'offre, faites une offre entre 15 et 20 en dessous du prix affiché, voir si ça marche et après discuter avec le vendeur. Parce qu'une négociation, c'est un compromis, c'est un échange, c'est pas vous imposez le prix, il dit oui, il dit non, ça marche pas. Et quand vous allez voir le vendeur, essayez pas non plus, comme je le disais, d'être trop enthousiaste. Essayez des petites techniques comme je dois réfléchir, je dois en parler avec mes proches, mon conjoint, ma conjointe, mon père, ma mère. Ça vous donne un petit temps de réflexion. Vaut mieux pas se précipiter. Si vraiment vous voyez la bonne occasion, prenez le temps de demander un jour, regardez comment ça se passe. Est-ce qu'il faut donner un dépôt de garantie, pas de dépôt de garantie, une petite avance, une légère avance. Si ça vous permet de bloquer le véhicule, pourquoi pas? Et alors, dépendant du prix, essayez peut-être de préparer du cash ou déjà de préparer une enveloppe sur votre compte qui est déjà prête à être envoyée. Comme ça peut faire baisser le prix, tout de suite avec un particulier. Bon, avec le concessionnaire, je suis pas sûr que vous allez le voir avec, votre enveloppe de cash, ça va fonctionner. Mais si vous allez voir un concessionnaire, peut y avoir quelques petites, offres, ou bien des options qui étaient pas, incluses comme un entretien pendant 2-3 ans qui est inclus. Ça, c'est à savoir, tout n'est pas figé. Dans la vente, ça peut se modeler et vraiment la négociation, c'est le cœur. C'est vraiment important, c'est quand même une gymnastique qui permet de savoir quand insister, quand lâcher prise. Par exemple, je donne toujours au vendeur une raison valable pour baisser le prix. Par exemple, je vois que les pneus ils sont usés, je vais lui dire ça va me coûter 300 € à remplacer et donc je lui dis: «Est-ce que c'est possible, de faire, moitié-moitié?» Ou anecdote perso, moi j'avais un petit peu négocié ma Clio 3 et sachant qu'elle allait avoir 10 ans, quand je l'ai achetée en 2023, elle était de 2013. En fait, je l'avais négociée et en plus, j'avais eu moitié prix sur la carte grise parce que les voitures de plus de 10 ans, ont une carte, grise réduite à 50. Donc faites attention, négocier, ça veut pas forcément être malhonnête ou bien agressif. Le but, c'est de trouver un prix juste qui satisfait les 2 parties. Si le vendeur, il refuse catégoriquement de négocier, malgré les arguments valables, ça peut être un signal d'alarme et si vous dit qu'il y a d'autres personnes, je pense que c'est juste un petit appât pour vous dire, «Oui, oui, il faut l'acheter tout de suite, elle va partir, faut y aller vite». Ça, faut éviter. Donc, essayez aussi de jauger le vendeur, de savoir comment il a roulé avec la voiture, quelle utilisation il avait. Ça vous permet de mieux connaître le véhicule et d'avoir d'autres leviers de négo. Donc vraiment, la clé, c'est d'avoir le maximum d'infos, que ce soit sur le véhicule, sur le marché, sur l'administration, en général, sur les coûts. C'est important et c'est pour ça que je fais cet épisode de podcast. On en vient à la conclusion. C'est vrai que acheter sa première voiture, c'est quand même une étape importante qui mérite qu'on y consacre du temps, de l'argent,
et de la réflexion. Et si vous suivez tous ces conseils, vous allez maximiser vos chances de satisfaire un achat et aussi de pas vous ruiner sur le long terme. Et n'oubliez pas que votre première voiture n'est probablement, voire sûrement pas celle que vous garderez toute votre vie. L'objectif, c'est d'avoir un véhicule fiable, économique, adapté à vos besoins actuels et pas forcément la voiture de vos rêves, que vous achèterez probablement plus tard si vous avez les thunes dans la France de Macron. On se connaît. Et pour finir, là, depuis que j'ai acheté une voiture, ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai eu très 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 peu de problèmes depuis que je suis passé à l'essence, une petite voiture économique, que je fais l'entretien régulièrement. Vraiment, ça m'a aidé d'avoir cette stratégie et je la donne régulièrement à d'autres amis qui ont aussi pu comprendre comment véritablement acheter une voiture. Et surtout que acheter une voiture, c'est pas donné au premier glandu du coin. C'est vraiment, il faut le max d'infos. Il faut vraiment être prêt. Il faut se préparer à acheter une voiture. On ne peut pas y aller sur un coup de tête, à part si on est GMK. Mais même GMK, je pense qu'il fait pas ça. Bon, GMK, je n'achète pas des voitures d'occasion, mais vous m'aurez compris. En tout cas, j'espère que ces conseils ils vous ont aidé. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. C'était Rocha pour After School. À plus!